Je vais présenter ici les différentes commandes Git qu'il est bon de connaître dans la première année du bachelier en informatique. Allez-y. Pour cela, je vais couvrir différentes situations dans lesquelles on va devoir utiliser des commandes Git. La première situation, c'est celle où on a un nouveau dépôt qui a été créé, soit qu'il a été créé pour nous, ou soit nous l'avons créé nous-mêmes, et on veut déposer nos fichiers dans ce nouveau dépôt. La situation 2, c'est un dépôt qui a déjà été cloné, on est sur une machine où on a déjà cloné un dépôt et on veut continuer à travailler. Situation 3, c'est quand on arrive sur une autre machine où on n'a jamais cloné le dépôt et on veut commencer à travailler sur le code. Ensuite, je couvrirai quelques problèmes qui peuvent survenir tout au long du parcours. Commençons par la situation numéro 1, celle où on a un nouveau dépôt. Un dépôt Git easy a été créé, donc un dépôt sur git.easy-bru.be. Le dépôt existe et nous voulons y déposer nos fichiers. Comment allons-nous faire? Pour illustrer cette situation, j'ai ici un répertoire dans lequel j'ai quelques fichiers et j'aimerais les mettre sur un dépôt que j'ai également créé pour l'occasion sur Giteasy. Donc ici voilà mon dépôt, il se trouve ici sur une certaine URL et je vais simplement récupérer l'URL. Alors moi je vais le faire avec l'URL HTTPS pour pouvoir aller cloner ce dépôt-là. Alors je vais le cloner, mais je ne vais pas le cloner dans le même répertoire où se trouve mon code. Je vais remonter d'abord d'un cran, et puis je vais cloner ici. Attention, petite astuce, quand vous copiez-collez, le plus simple c'est un clic droit et d'utiliser l'option coller. Sinon, vous pouvez utiliser CTRL-SHIFT-V dans la plupart des terminaux. Et sur Windows, je pense que le raccourci c'est Shift-Insert. Une fois la commande confirmée, elle va probablement vous demander votre username. Dans mon cas, c'est nrichard. Pour un étudiant normal, ça sera G suivi de son numéro matricule. Et puis le mot de passe. Et normalement, le système vous signalera que ça a fonctionné par un message tel que celui-ci. Remarquez que dans la ligne clonage dans, vous avez ici le nom du répertoire qui a été créé par la commande git clone. Une fois que le clone a été réalisé, on va déplacer les fichiers de notre code vers ce clone, donc c'est-à-dire vers ce répertoire ici. Donc j'ouvre ici deux fenêtres de mon explorateur de fichiers et je vais dans une fenêtre aller récupérer mon code. J'ai créé simplement un index HTML et un main.js pour illustrer. Et de l'autre côté, je vais ouvrir le clone dans lequel il y a le répertoire .git auquel je ne touche absolument pas. Et je vais alors simplement déplacer les fichiers de mon code vers le dépôt Git. Attention, je les mets bien ici dans le répertoire dev2 labo nri qui contient le .git, mais je ne les mets pas dans le .git. Je ne touche jamais au .git. Lorsque c'est fait, je n'ai plus besoin de mon explorateur de fichiers. Je vais simplement aller dans mon répertoire Git, dans mon dépôt Git. Je vérifie, par exemple avec ls, que j'ai bien mes fichiers dedans. Remarquez que le répertoire .git n'apparaît pas par défaut avec ls, mais il apparaîtra si j'utilise l'option "-a". Je vois ici que j'ai bien le répertoire Git qui apparaît. Ayant déplacé mes fichiers, je vais maintenant utiliser d'abord Git status pour vérifier quels sont les fichiers qui sont actuellement remarqués par Git. Je vois qu'il y a mon fichier index.html, mon fichier JavaScript. J'utilise alors git add et puis je peux indiquer ici le nom des fichiers. Alors soit je les écris individuellement, soit je peux utiliser git add point pour ajouter tous les fichiers, tous les répertoires du répertoire courant. Je vais réutiliser git status pour vérifier maintenant qu'ils sont en vert. J'ai bien deux fichiers qui vont être ajoutés au commit. J'utilise alors la commande git commit-m pour indiquer que je veux créer un commit. Ici, je vais écrire simplement ajoute mes fichiers initiaux. Et enfin, je vais utiliser git push pour envoyer ce commit vers le serveur. Ici, il me redemande mon mot de passe. Ce ne sera peut-être pas le cas pour vous, mais pour moi, ça fonctionne avec le mot de passe et j'obtiens ce message-ci. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais un message tel que celui-ci est normal. Ce qui est le plus important, c'est de voir qu'à la fin, on voit ce style
d'affichage où on voit qu'il y a eu une mise à jour. Alors les détails vont dépendre un petit peu de la situation. Dans le cas d'un nouveau push, comme c'était le cas ici, je vois New Branch qui apparaît sur la gauche. Le message ici est un message qui vient du serveur, qui est simplement une remarque de ne pas avoir des dépôts trop gros. Tout le reste sont des détails plus internes sur la manière dont fonctionne Git pour réaliser le transfert. Pour conclure cette première situation, je vais simplement retourner sur Giteasy, je rafraîchis la page et je peux observer, si je me relog parce que je me suis déconnecté, que mes fichiers sont bien apparus. Ici, j'ai bien index.html main.js. Je peux aller vérifier le contenu des fichiers pour vérifier que c'est bien celui auquel je m'attends. Alors moi, je n'avais pas écrit grand-chose dedans, mais c'est bien cela. Pour résumer, on peut dire qu'on a utilisé la solution suivante. D'abord, git clone suivi de l'URL, suivi éventuellement d'une destination. Moi, je n'ai pas écrit de destination, et donc mon répertoire de destination, c'était simplement le même nom que le nom de mon dépôt. dev2-labo-nri dans mon cas. Si vous écrivez ici une destination en plus, ça vous permet de changer le répertoire qui sera créé. Ensuite, j'ai été dans la destination, j'ai déplacé mes fichiers vers cette destination-là, j'ai utilisé les git add, git commit, git push pour conclure et envoyer les fichiers sur le dépôt. Passons maintenant à la situation 2. Dans cette situation, on suppose que nous avons un dépôt qui a déjà été cloné. Le dépôt est disponible sur notre machine locale et on veut simplement continuer à travailler. Pour illustrer cette situation, je vais retourner dans mon dépôt, ici dev2labo.nri, et la première chose que je vais faire, donc je viens de me reconnecter sur la machine, je vais utiliser la commande git pull. Cette commande-là, elle veut dire à Git, rapatrie les éventuels changements qui seraient enregistrés sur le serveur et que je n'aurai pas encore sur ma machine. Vous verrez que cette commande sera très importante si jamais vous avez travaillé d'une autre machine entre-temps. Normalement, dans ce cas-ci, rien ne se passe. Et il me dit que c'est déjà à jour. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce qui se passe dans d'autres cas un petit peu plus tard. Maintenant que j'ai utilisé la commande git pull, je veux continuer à travailler. Donc je vais aller dans mon éditeur de code et je vais changer ici. Je fais des changements. Par exemple, j'ajoute un paragraphe avec je fais des changements. Je sauve et je retourne dans mon dépôt. Et là, j'utilise git status pour vérifier que j'ai bien des changements à committer. Et je constate que je n'en ai pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si vous avez suivi la première partie de la vidéo, vous vous rappelez que j'avais du code que j'avais déjà écrit, et puis je l'ai déplacé dans le dépôt. Pour ça, une fois qu'on a fait ça, il ne faut pas oublier, dans VS Code, dans VS Codium, de fermer notre projet et de le rouvrir depuis le bon endroit. J'aurais dû le voir ici en voyant que mon nom de fichier était barré, puisque je l'avais déplacé, il n'existait plus. Normalement, c'était pareil pour le index.html. Étant donné que j'ai compris ça, ce que je vais faire, c'est que je vais effectivement fermer ce dépôt-ci et je vais aller ouvrir le bon répertoire avec OpenFolder. Et je choisis non plus le répertoire mon code qui contenait mon code avant que j'ai créé le dépôt Git, mais le répertoire dev2labo.nri qui contient mon dépôt. Ici, je retrouve bien mon fichier HTML, mon fichier JavaScript, et je peux maintenant faire mes changements comme prévu. Une fois les changements réalisés, je peux retourner dans ma ligne de commande, vérifier avec git status. Cette fois-ci, j'ai bien des changements qui sont indiqués et je peux les valider, c'est-à-dire créer un commit avec ces changements. Les incantations sont similaires à celles que nous avions utilisées auparavant. Git add point, git commit m. Je vais écrire mes changements et git push pour les mettre en ligne. Vous voyez ici qu'un git push qui fonctionne le début ressemble au premier git push. Simplement, à la fin, on obtient une information légèrement différente, mais toujours cette espèce de petite flèche qui indique qu'il y a bien eu une mise à jour. Et alors, je peux encore aller sur Giteasy, vérifier après avoir rafraîchi que j'ai bien des changements qui ont été apportés. Donc, je vois ici le nom du dernier commit, mes changements.
Ici, je vois quels sont les fichiers qui ont été impactés par quel commit. Et si je rentre dans le fichier, je vois bien les changements qui ont été apportés en ligne. Pour conclure, dans cette situation, qu'est-ce que nous avons fait? Depuis le répertoire de travail du dépôt, nous avons utilisé Gitpool pour rapatrier les éventuelles modifications qui auraient eu lieu sur les serveurs que nous n'aurions pas encore en local. Ensuite, on travaille dans le code. Attention, il faut bien travailler dans le code du dépôt, pas dans l'éventuelle copie qu'il resterait. Normalement, si vous avez bien déplacé les fichiers et bien fermé votre éditeur de code après avoir déplacé les fichiers ou avant d'avoir déplacé les fichiers, vous n'aurez pas de problème. Utilisez toujours Git Status pour vérifier qu'il y a bien des changements et quels sont les changements. Ensuite, vous pouvez utiliser Git Add, soit avec les noms de fichiers, soit utiliser Git Add point, puis Git Commit, Git Push, pour valider et envoyer les commits en ligne. On arrive maintenant à la dernière situation. Que se passe-t-il quand on arrive sur une machine avec un dépôt qu'on n'a jamais cloné? Donc on a un dépôt où on a déjà mis des fichiers à nous. Par exemple, on a travaillé depuis l'école, on a placé nos fichiers sur un dépôt depuis l'école, et on arrive chez nous à la maison, et on voudrait continuer à travailler sur ces fichiers pour pouvoir avancer depuis la maison. Pour cette partie, j'ai donc changé de machine et je me retrouve sur une machine où je n'ai jamais cloné le dépôt. Bien, allons d'abord récupérer l'URL du dépôt. C'est la même qu'avant évidemment. Et je vais dans mon terminal et je vais simplement refaire un git clone. Comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, soit j'indique une destination, soit je n'en indique pas. Si je n'en indique pas, c'est un répertoire qui s'appelle, dans mon cas, dev2 labo nri qui sera créé. Si j'indique une destination, par exemple, je vais l'appeler mon dépôt, eh bien, c'est un répertoire qui s'appelle mon dépôt qui sera créé. Encore une fois, je dois écrire mes identifiants et j'obtiens une copie locale du dépôt. Cette fois-ci, dans ce répertoire mon dépôt, si je regarde ce qui s'y trouve, je vois qu'il y a bien mes fichiers qui s'y trouvent déjà, qu'ils ont été récupérés depuis Giteasy. Dans la mesure où je viens de faire un clone, il n'est absolument pas nécessaire de faire git pull ici et maintenant, et donc je vais pouvoir directement ouvrir mon éditeur de code dans ce répertoire. Donc c'est parti, je passe dans mon éditeur de code, où me suis arrangé pour ouvrir un répertoire, je choisis mon répertoire, je confirme, et me voilà maintenant dans mon dépôt. Ici, je peux de nouveau faire des changements. Là. Et je vais maintenant pouvoir committer et publier ces changements. Donc je retourne en ligne de commande. J'utilise toujours git status pour vérifier qu'il y a bien eu une modification qui a été apportée. J'utilise git add, git commit en écrivant de nouveaux changements pour décrire ce qui s'est passé. Dans ce cas-ci, j'ai simplement apporté de nouveaux changements. En pratique, vous écririez le TD5 est terminé, le TD6 est terminé, etc., etc. Donc ici, j'écris de nouveaux changements simplement, et puis j'utilise git push pour envoyer les informations en ligne. Encore une fois, vous voyez les mêmes informations, enfin le même type de message qui apparaît pour indiquer que la mise à jour a bien eu lieu. Et on va toujours aller vérifier en ligne en rafraîchissant la page pour bien confirmer que de nouveaux changements ont été apportés. Dans ce cas-ci, c'est au fichier index.html. Je peux toujours cliquer sur le nom du fichier pour visualiser les changements. En conclusion, qu'avons-nous fait? On a utilisé, puisqu'on n'avait jamais cloné, on a utilisé git clone. On est rentré dans le clone. On a travaillé dans le code. Et puis git status, add, commit et push pour pouvoir publier les modifications qu'on vient de réaliser. Passons maintenant à quelques situations problématiques qui peuvent survenir. La première, qu'est-ce qui se passe si on exécute des commandes hors d'un dépôt Git? Pour l'illustrer, je vais me retrouver dans un terminal hors d'un dépôt Git. Si j'utilise une commande telle que git status, git add, git commit ou git push, toutes ces commandes vont donner un message d'erreur similaire qui indique simplement que nous ne sommes pas dans un dépôt Git.
Quand vous voyez ce message d'erreur, ça vous indique simplement qu'il vous faut vous déplacer et aller dans votre dépôt. Chez moi, il s'appelait mon dépôt, donc je rentre dedans et maintenant mes commandes Git vont fonctionner. Git status, etc. Alors, bien sûr, il faut quand même écrire des commandes correctes. Par exemple, git add tout seul n'est pas une commande correcte et vous obtenez une information telle que celle-ci. Attention, rien n'a été ajouté ou alors c'est en anglais nothing to add. Évidemment, toujours important de bien lire les messages d'erreur. Dans ce cas-ci, le message d'erreur nous indique même la commande qu'on aurait pu vouloir écrire, à savoir git add point, et moi ici je n'ai pas mis le point. Mais donc, en conclusion, pour ce problème-là, avant d'exécuter une commande Git, vérifiez toujours que le répertoire courant est bien un répertoire de travail d'un dépôt Git. Si vous utilisez Git Bash, vous aurez probablement un prompt tel que celui-ci, où vous voyez entre parenthèses le nom d'une branche quand vous êtes dans un dépôt Git, et vous ne le voyez pas si vous n'y êtes pas. Ici, par exemple, je suis en dehors du dépôt. Il y a une exception à cette règle d'exécuter des commandes Git dans un dépôt Git, ce sont les commandes git config. Les commandes git config --global que vous avez dû exécuter au tout début peuvent l'être à n'importe quel endroit. Il ne faut pas être dans un dépôt Git parce que justement elles ont un effet global. Situation problème suivante. Qu'est-ce qui se passe si on se trouve dans le répertoire .git? Eh bien, la mesure de sûreté, c'est de ne pas toucher directement au répertoire .git dans un dépôt. Pour illustrer, allons dans le répertoire .git de notre dépôt. Si vous utilisez Git Bash, vous verrez cette information-ci, gitdir, point d'exclamation. Ça veut dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Il faut simplement sortir du .git et vous retrouver dans le dépôt. Qu'est-ce qui se passe si on essaye quand même d'exécuter des commandes, par exemple git status? Celle-là, elle vous dit, attention, la commande doit être effectuée depuis l'arbre de travail en français, depuis the working directory, si vous avez Git en anglais. Similairement, pour git add, git commit, seul git push voudrait bien fonctionner. Donc si vous faites git push, elle va fonctionner. Mais exécuter git push depuis le répertoire .git n'a absolument aucun intérêt, donc ne le faisons pas. Encore une fois, on ne touche pas directement au répertoire .git d'un dépôt. Problème suivant, et ça c'est un des cas les plus classiques, c'est quand un push ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut arriver pour qu'un push ne fonctionne pas? Et comment résoudre le problème? Alors pour ça, je vais l'illustrer. Je vais aller sur Giteasy. Et c'est une chose qui arrive de temps en temps. Certaines personnes se disent « Ah, je vais faire une modification ici, j'ai un fichier qui m'embête. Je vais le supprimer sur Giteasy. » On clique sur le fichier, on clique sur Delete, on confirme parce qu'on ne comprend pas trop ce qu'on fait. Et hop, le fichier a disparu, il a été supprimé. Fort heureux d'avoir fait ça, je retourne dans mon éditeur de code. Ah, tiens, le fichier est encore là. Ma foi, supprimons-le également ici. Qu'est-ce qui pourrait se passer de mal? Ensuite, je fais encore une fois des changements. Encore d'autres changements. Ok, je sauve, je vais dans mon dépôt, pas dans le .git, et j'utilise git status. D'accord, je vois que index.html a été modifié, main.js a été supprimé, et donc, comme à l'habitude, je fais git add, git commit, disons dernière modif, et git push en me disant que ma foi tout semble aller pour le mieux. Et on est parti pour notre git push. Et là, c'est le problème, on a un message que le changement a été rejeté. Alors, en fonction de votre configuration, vous aurez plus ou moins de couleurs, vous aurez en français ou en anglais, mais en général, c'est assez clair que votre changement a été rejeté, à condition bien sûr de daigner lire le message. Donc, lisez bien ce qui s'affiche sur votre écran. Alors, dans ce genre de situation, vraisemblablement, la commande git pull va résoudre le problème. Néanmoins, pour montrer vraiment ce qui se passe, je vais utiliser une autre commande, qui est git fetch. Git fetch va simplement aller récupérer sur le serveur les modifications que je n'ai pas encore en local, mais sans essayer de les appliquer.
Je vous montre. Je fais git fetch, je remets mes credentials. Et maintenant, je vais utiliser une autre commande qui va m'afficher l'état actuel du dépôt sous forme graphique. Donc ici, j'utilise la commande git-k avec l'option "-all" pour voir ce qu'on appelle toutes les branches. Et là, je vois ceci. Donc, vous voyez mes commits, mes précédents commits sont ici. Les plus anciens sont en bas, les plus récents sont en haut. Et vous voyez qu'il y a, à partir du commit de nouveaux changements, il y a un branchement, c'est-à-dire que d'un côté, j'ai delete main.js et de l'autre côté, j'ai les dernières modifs. Il y a donc un branchement dans ma structure du dépôt Git. Le commit delete main.js, il a été réalisé sur le serveur quand j'ai cliqué sur delete dans l'interface de Gitesy, alors que le commit dernière modif, je viens de le créer maintenant dans ma ligne de commande. Lorsque j'essaye de push mes commits qui sont localement, c'est-à-dire dernière modif, j'essaye de les push vers le serveur me dit non, 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 il y a déjà eu un commit entre-temps, je ne peux pas simplement push les dernières modifs parce que ça viendrait écraser le commit qui est déjà sur le serveur qui est delete main.js. Et donc pour pouvoir faire le push, il va falloir faire, c'est fusionner les changements delete main.js et dernière modif pour pouvoir les pousser. Ok, maintenant qu'on sait le problème, on va pouvoir le régler. Fermer ceci, et je vais utiliser git pull, comme je vous l'avais dit. Que fait git pull? Git pull va d'abord faire un git fetch, ensuite il va essayer de fusionner les changements qui se trouvent actuellement sur le serveur et de les fusionner aux changements que j'ai faits localement. Dans tout un tas de situations, ça va fonctionner sans problème, et on l'espère dans celle-ci également. Selon votre version de Git, vous aurez peut-être besoin d'une option supplémentaire pour que ça fonctionne. Alors vous pouvez toujours la spécifier, c'est l'option "-rebase" ou l'option "-no rebase". Alors il faut savoir que no rebase est l'option par défaut sur les versions plus anciennes de Git, et je vous montrerai la différence entre les deux dans un instant. Commençons par exécuter cette version git pull "-no rebase" pour voir ce qui se passe. Lorsque tout se passe bien, un éditeur de texte devrait s'ouvrir. Dans mon cas, c'est mon éditeur préféré qui s'appelle Emacs. Dans votre cas, ça sera probablement autre chose, soit VI, soit Nano. Ici, je vais simplement confirmer le changement, la fusion, histoire de pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Donc je vais réutiliser la commande git-k. Et vous voyez que par rapport à tout à l'heure où on avait dernière modif d'un côté et delete main.js de l'autre, il y a maintenant un commit de plus qui vient fusionner les deux branches précédentes en un unique commit. Je vais sortir de git-k. Et maintenant que le git pull a fonctionné, je pourrai git push et ça va fonctionner. Et voilà, maintenant mon push a fonctionné. Ok. Conclusion, si le git push ne s'exécute pas correctement, il s'agit probablement d'un git pull qui a été oublié. Dans certaines situations, toutefois, le git pull ne fonctionnera pas, ou en tout cas pas immédiatement. Dans ces cas-là, que faut-il faire? Eh bien, il faudra fusionner les changements à la main. Je vais vous montrer ce que cela implique. Pour cela, je vais aller faire des changements des deux côtés. Encore une fois, je vais faire des modifications directement sur le serveur. Ici, je vais aller modifier mon fichier index.html directement sur le serveur en utilisant l'éditeur intégré. Et je vais modifier ici les premiers changements. Je vais laisser le message de commit par défaut, qui s'appelle update index.html. Je crée le commit, et donc maintenant j'ai un changement qui a été réalisé sur le serveur. Je vais, sans faire de pull, aller également en local. Donc dans mon dépôt, dans mon
éditeur de code, je vais réaliser d'autres changements en plus. Vous voyez que j'ai donc fait une modification sur la même ligne et cette modification est incohérente, en tout cas ne permet pas, n'est pas compatible avec celle que j'ai réalisée sur le serveur. Bien. Malgré tout, je vais faire mon git add, mon git commit et mon git push. Le git push ne va pas fonctionner. Et de fait, mon changement est rejeté. On a dit, dans ces cas-là, on peut utiliser git pull, éventuellement avec l'option rebase ou no rebase, j'y reviendrai après. Git pull no rebase, essayons. Et voilà ce que ça donne. Au début, tout semble bien se passer, et puis malheureusement, la fusion automatique de index HTML présente un conflit. Il y a ce qu'on appelle un conflit de fusion. Allons voir dans notre éditeur de code pour voir ce qui se passe. Voici ce qui apparaît dans l'éditeur de code. Il y a des lignes de la forme suivante, très reconnaissables, avec tout un tas de chevrons qui apparaissent. Donc 7 chevrons. En général, cette ligne-là n'apparaîtra pas chez vous. Et puis également 7 chevrons dans l'autre sens. A priori, chez vous, vous verrez plutôt quelque chose comme ceci. Quoi qu'il en soit, on voit qu'en réalité, on a la version qui vient d'un côté et on a la version de l'autre côté. Okay. Donc en dessous, j'ai la version qui se trouvait sur le serveur. Au-dessus, j'ai la version qui était en local. Et la question qu'on se pose, c'est laquelle allons-nous garder? Alors, quand on est dans VS Codium, on peut utiliser les petits menus ici, à savoir accepter les changements courants, accepter les changements qui viennent de l'extérieur ou accepter tous les changements. Donc les changements courants, c'est ceux du haut, les changements de l'extérieur, c'est ceux du dessous. Ici, je vais décider que ce sont mes changements courants qui ont la priorité. Hop, et donc j'obtiens cette version-ci. Je peux à ce moment-là sauver. Je retourne dans mon terminal. Si je fais git status, j'observe que le fichier a été modifié des deux côtés. Et je peux utiliser git add, soit git add avec le nom du fichier, soit toujours git add point. Si je refais git status, maintenant je vois que tous les conflits ont été réglés, mais la fusion n'est pas terminée. Et il faut utiliser git commit pour terminer la fusion. Encore une fois, si j'utilise git commit tout seul, je vais ouvrir mon éditeur de code, qui sera, dans mon cas, Emacs, dans le vôtre, peut-être VI, peut-être Nano, ou éventuellement autre chose s'il a été configuré autre chose. Ou alors, vous pouvez toujours utiliser git commit-m, fusionne les changements. Ayant fait ça, je vais pouvoir finaliser mon git push, et cette fois-ci, ça fonctionne. Juste pour voir ce qui s'est passé, je vais refaire un git all, et je vois que, de nouveau, j'avais cette situation avec une divergence qui a été fusionnée dans le commit fusionne les changements. Voilà ce que je veux dire quand je dis que si le git pull ne fonctionne pas, c'est qu'il y a des changements à fusionner à la main. Il me reste à évoquer encore la situation de rebase versus no rebase. Donc jusqu'à présent, je vous ai montré ce qui se passait quand je faisais un git pull no rebase. No rebase, c'est la version par défaut dans les plus anciennes versions de Git. Avec les versions plus récentes, il y a un choix à faire. Soit continuer à utiliser no rebase, et alors il faut être explicite, soit utiliser rebase, et alors là aussi il faut être explicite sur ce qu'on veut faire. Pour illustrer la différence entre les deux, je vais maintenant encore une fois retourner sur le serveur distant. Donc ici, il y a eu une modification. Hein. Si je retourne là-dedans, je vois que des changements locaux ont été apportés. Le dernier commit, c'est fusionne les changements. Et je vais simplement, encore une fois, modifier ce fichier de sorte à créer un conflit, ou en tout cas à créer un problème de push. Donc je vais supprimer tous ces changements-là qui m'ennuient. Ok. Je refais encore, ici je pourrais changer le message de commit, hein, mais je vais laisser celui qui est par défaut.
et donc j'ai fait une modification en ligne. Je reviens dans mon éditeur de code, je vais encore faire une modification, n'importe quoi, je fais une modification. Je sauve, je vais dans mon terminal, git add, git commit, n'importe quoi. Si j'essaye un git push, évidemment, ça ne fonctionne pas. Cette fois-ci, je vais utiliser git pull avec Rebase. Et je vais voir ce que ça donne. Alors, dans la situation qui m'occupe, je me suis arrangé pour de nouveau avoir un conflit de fusion. Ok. Donc je vais pouvoir le résoudre à la main, et puis je continuerai mon commit. Alors attention, excusez-moi, je disais donc résoudre le conflit à la main, et puis j'utiliserai la commande. Alors cette fois-ci, ça sera un petit peu différent, ça sera git rebase continue pour confirmer la résolution. Ok, repartons dans l'éditeur de code. Cette fois-ci, ça ressemble à ça. Donc pareil, je peux soit accepter le changement courant, accepter le changement distant ou faire autre chose. Et dans mon cas, je vais accepter les deux changements. Et donc je vais avoir something here et n'importe quoi. En réalité, je peux faire ce que je veux. Je peux complètement changer le contenu du fichier si je veux. Il n'y a aucun problème avec ça. Je retourne dans ma ligne de commande, git status, je vois qu'il y a des chemins non fusionnés, on me dit d'utiliser git add pour les mettre dans l'index, donc j'utilise git add, encore une fois git add puis le nom du fichier ou git add point, les deux fonctionnent en fonction de ce qu'on veut faire, suivi de git rebase continue, comme il est écrit par exemple encore ici, j'ai réglé les conflits et puis je fais git rebase continue pour continuer cette opération spéciale de rebase. Ok. Ayant fait cela, de nouveau, c'est mon éditeur de texte préféré qui se met en route. Je confirme et j'obtiens rebasage et mise à jour avec complété avec succès. Ok. Maintenant, visualisons ce qui s'est passé dans Gitk. Gitk. Alors, vous voyez que précédemment, il y avait cette divergence, cette fourche qui séparait deux branches et puis qui étaient fusionnées. Pareil pour le deuxième exemple, il y avait une fourche et puis c'était fusionné. Ici, le changement distant, update index HTML, est là, et le commit n'importe quoi est venu après. En d'autres termes, le commit ici, qui s'appelle n'importe quoi, plutôt que de diverger par rapport au commit précédent, qui était fusionne les changements, il a été déplacé et il a été regreffé, si vous voulez, greffé sur le update index HTML, qui était le changement distant. Alors pour vous aider peut-être à comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé, je vais garder ici cette fenêtre-là sur la droite. J'y arrive. Hop, je la mets sur la droite. Non, je n'y arrive pas. Voilà. Et je vais vous montrer à gauche quelle était la situation avant que je fasse le rebase. Et voilà. Donc, avant de faire le rebase, j'avais donc bien des commits qui partaient dans deux directions différentes. Ils étaient tous les deux des enfants du commit qui fusionne les changements précédents. Il y en a un qui fait update index HTML, l'autre qui est n'importe quoi. Et après avoir fait le rebase, le commit n'importe quoi a été déplacé par-dessus le update index HTML. Pour conclure, si je quitte maintenant ces deux instances, la différence entre le noRebase et le rebase, c'est que noRebase va créer un nouveau commit qui va permettre de fusionner deux commits qui étaient partis dans des directions différentes, alors que rebase va plutôt tenter de greffer les changements locaux, donc le commit que vous avez fait en local, par-dessus les changements qui sont déjà publiés sur le serveur, de sorte qu'à ce qu'ils se suivent, plutôt que de partir dans des directions différentes.
Pour conclure cette vidéo qui commence à être fort longue, si je reviens à la table des matières, on va retenir les 3 situations dans lesquelles tout se passe bien, où on fait les commandes dans le bon ordre, on n'oublie pas le guide pull si jamais on change de machine et qu'on arrive à un endroit où on a déjà cloné un dépôt, mais qu'il y a un risque que des modifications n'aient pas encore été téléchargées, le guide pull devrait fonctionner. Au pire, le guide pull ne sert à rien. Au mieux, le guide pull est utile et vous évite tout un tas de problèmes, notamment le dernier type de problème qu'on vient de voir et qui est quand même, dans certaines situations, un petit peu désagréable à régler. Si toutefois ça vous arrive, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos enseignants. Et pour le reste, bon courage, bon travail avec Git, et c'est tout pour moi.